Hello, hello à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir au micro Swan, aka la queen du branding. Euh, J'adore. le branding, c'est un sujet dont on parle, je trouve, de plus en plus, mais il n'est pas forcément très bien compris. On ne comprend pas forcément les enjeux derrière le branding et on le confond aussi souvent avec le marketing. Donc, l'idée aujourd'hui avec toi, avec la spécialiste du branding, j'en rajoute des couches, des couches et des couches. J'adore. Tes chevilles, Vas-y, elles vont encore plus grossir. je prends. L'idée, c'est qu'on démystifie un petit peu le sujet du branding et que tu nous apportes quelques clés pour travailler notre image de marque. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec des questions très axées branding, est-ce que déjà peux nous parler un petit peu de toi, te présenter de la manière dont tu le souhaites? Écoute, carrément. Et donc, en effet, bonjour à toutes et à toutes. Et merci, Oksana, de me recevoir dans ce podcast. Je suis très, très contente. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Swan, comme tu l'as dit, et c'est un prénom qui est vietnamien et qui signifie printemps. Et j'adore cette signification parce que déjà, c'est ma saison préférée et parce que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, donc depuis 4 ans, chaque printemps a été un peu un challenge et souvent un moment de pivot. Voilà, j'ai commencé vraiment comme illustratrice, graphiste. Je me suis spécialisée ensuite comme graphiste dans l'identité visuelle. Après, j'ai rajouté la stratégie en devenant brand designer. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir cette posture de mentor qui est experte en branding et de créatrice de contenu aussi. Donc voilà, j'ai vraiment envie de mettre toute cette expérience de ces 4 dernières années au service des solopreneurs et solopreneuses qui ont envie d'avoir un impact positif, qui ont envie de changer le monde. Je sais que ça peut paraître très, très prétentieux, mais c'est vraiment mon envie, mon ambition. Et j'ai vraiment hâte de transmettre tout ce que je vais accumuler comme connaissances, comme expérience, comme expertise, à la fois sur le côté business et le côté branding, parce que pour moi, c'est quand même très lié. Et aussi la notion de bonheur, j'aime bien dire les 3 B, parce que ma société, elle s'appelle Happy Branding, c'est pas pour rien, parce que voilà, le côté positif et l'impact positif, encore une fois, c'est important. Et je pense que si on a une marque dans laquelle on se sent bien, avec laquelle on est aligné, eh ben, on peut faire des choses incroyables. Et donc, voilà, mon ambition, c'est d'aider les entrepreneurs et entrepreneuses qui ont un projet, une entreprise un peu basique et les faire passer à des marques iconiques. Voilà. D'où le nom de ton accompagnement, Basic to Voilà. Iconic, qui est vraiment iconique comme nom d'accompagnement. Ça porte Ouais. très bien son nom. Et justement, je trouve ça hyper intéressant parce que je sais plus où est-ce que j'avais vu un petit peu ton histoire, probablement sur YouTube, parce que Swan est aussi YouTubeuse, elle fait des super vidéos Je fais plein de YouTube. trucs. Et, Merci. et du coup, tu vois, c'est rigolo quand même l'évolution que tu as eue de passer d'illustratrice à spécialiser dans le branding. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter un peu plus vers la partie branding? Alors en fait, ce qui est passionnant avec le branding, c'est que tu n'arrêtes jamais d'apprendre, entre guillemets. Il y a plein de choses parce que ça englobe pas que l'identité visuelle. Je pense qu'on va en parler plusieurs fois dans cette session. Mais voilà, moi, je fais ma petite vie d'illustratrice. Je me dis, je veux vivre de l'illustration. Je fais un peu tout et n'importe quoi avec ma propre image de marque. Je fais que des trucs qui me plaisent et j'ai pas défini ma cible. Enfin bref, il y a rien qui va en vrai, mais je dessine très bien. C'est déjà une bonne base. Mais voilà, en fait, je découvre tout cet univers avant d'arriver au branding de l'identité visuelle et je me dis, waouh, mais en fait, il y a plein de choses à découvrir, à connaître et je me rends compte que moi, je fais n'importe quoi avec ma propre identité visuelle où je choisis que des trucs qui me plaisent. Avant, j'avais vraiment que des couleurs layette, violet pastel, bleu pastel, rose pastel. Et en fait, ça renvoie une image de moi qui ne fonctionne pas. Donc oui, ça collait pas forcément avec l'image que je voulais renvoyer de personnes de confiance à qui on pouvait voilà, faire appel pour des illustrations, même pour des entreprises, etc. Ça renvoyait vraiment une image de moi très mignonne, cute, et donc un peu amateur, amatrice. Et donc j'ai découvert vraiment plein de choses et c'est devenu une passion. Et en plus, après, quand j'ai découvert toute la partie stratégique, c'était au-delà de l'identité visuelle, voilà, il y a encore plein de nouvelles choses à apprendre. Et du coup, moi, je me passionne quand les gens pensent qu'on est à la surface et que c'est ça la définition même et qu'on pense qu'on a tout acquis. Et en fait, quand tu creuses un peu, il y a encore plein de nouvelles choses à apprendre. Donc voilà, c'est vraiment arrivé au fur et à mesure et ça ne s'arrête jamais. Voilà, je découvre tout le temps plein de choses. C'est Mm, passionnant. mm. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. C'est pour ça que je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Mais tu vois, je pense que c'est un sujet qui peut être aussi effrayant pour les personnes parce que souvent, alors déjà, quand on est créatif de base, par exemple, on peut avoir du mal à se dire qu'il faut intégrer de la stratégie dans le Mm, branding, tu vois. Et mm, à l'inverse, un peu comme moi, tu vois, j'ai la sensation de pas forcément être très créative, donc je suis vraiment plus axée sur la partie stratégique et j'ai l'impression que du coup, c'est
Enfin, tu sais, on peut avoir plus l'impression de dire, bon, bah, comme je suis pas très douée en, tu sais, en graphisme et tout, bah, c'est pas fait pour moi, le branding. Ok, alors il y a 2 croyances limitantes à dégommer, j'adore, de chaque côté. Alors pour les personnes comme toi qui se disent: «Non mais moi je suis pas une personne créative, je suis pas, voilà, je ne maîtrise pas les outils et cetera». Le branding, c'est pas que de la créativité, il y a aussi beaucoup de stratégies, de réflexion, de signification, des couleurs. En fait, le but, c'est vraiment de traduire, une vision, un message, des choses de base de ton entreprise dans du visuel, mais pas que, dans du son, dans tout ce qui permet d'être perceptible, d'être ressenti. Donc, il y a il y a les 5 sens en fait, hein. Même en soi, si tu réfléchis à des magasins où ils diffusent des odeurs, ça fait partie du branding. Bref, il y a plein de choses, on peut en parler, mais ça demande pas d'être Picasso. C'est pas le but. Le but, c'est de bien traduire ce qu'on a envie de créer comme image dans l'inconscient de la personne, avec qui on a envie de travailler. Et pour les personnes et en plus tu es créatif parce que tu as créé un business, déjà juste ça, faut arrêter, voilà, il y a de la créativité forcément. Et pour les personnes qui se disent trop créatives et qui n'ont pas envie de mettre de la stratégie, attention parce que être créatif et créative, c'est super, mais si ça empêche les gens de comprendre ce qu'on fait, d'avoir envie d'acheter et que, bah, c'est un peu on travaille la forme, mais ou le fond, mais il y a pas la forme ou le fond, enfin, c'est vraiment le mélange des 2. Bah, c'est dommage aussi parce qu'on prive les gens de notre art, de notre prestation de service, de nos produits, de nos services. Donc c'est vraiment aussi cette réflexion-là qu'il faut avoir. Donc oui, la stratégie, mais ça ne veut pas dire que tout doit être calculé au millimètre près et que, oh mon Dieu, une fois on a utilisé une autre couleur, c'est la fin du monde. Enfin voilà, faut aussi relativiser les choses. Ouais, complètement. Je pense qu'on étoffera un peu plus ce propos plus tard parce que c'est vraiment passionnant. Mais je voulais te poser avant tout qu'on plonge vraiment dans le sujet pour les personnes qui savent pas vraiment ce que c'est. Comment tu définirais toi le branding? Qu'est-ce que ça implique et c'est quoi en fait l'objectif derrière le fait de travailler son branding? Mmh. Alors, des objectifs, il y en a plein. Je pense que malheureusement, les gens assimilent directement à juste: «Il faut que j'ai un univers visuel». Le branding, on va prendre le mot pour celles et ceux qui ont fait de l'anglais à l'école, on va revenir un petit peu aux bases. Branding, c'est brand, une marque, plus ing, le suffixe, qui donne de l'action à un verbe ou enfin ou à un mot, peu importe. Et donc branding, c'est le fait de construire, de créer, de développer une marque. Qu'est-ce qu'une marque? Vous vous dites sûrement derrière vos écouteurs ou peu importe. Une marque, c'est, d'après Martin Oumeyer, qui est un expert vraiment dans ce domaine-là, c'est une définition que j'adore, c'est un ressenti qu'on va avoir instinctivement à propos d'une entreprise, d'un produit, d'un service. Donc par exemple, si je vous dis Apple, directement, vous avez des images, des mots, une expérience que vous avez vécue. Il y en a qui sont team Apple, il y en a qui détestent, peu importe, mais il y a un ressenti qui se crée, il y a quelque chose dans l'inconscient, dans l'émotionnel qui s'allume dans votre cerveau, dans votre cœur. C'est ça le but du branding, c'est de créer le bon ressenti pour les bonnes personnes. Parce qu'évidemment, créer un bon ressenti juste pour vous-même, encore une fois, ça ne sert à rien de satisfaire juste ses goûts personnels. Malheureusement, ça serait trop facile. Il faut séduire la personne en face. Et ce que tu disais en intro, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on dit souvent, bah voilà, c'est du marketing. Pour moi, c'est lié au marketing, mais c'est pas totalement ça, puisque on va dire souvent le marketing, c'est aller trouver la bonne personne et lui offrir les bonnes offres. C'est vraiment plus en termes de psychologie et heu, bah, voilà, de connecter avec les bonnes personnes. Et le branding, pour moi, c'est plus dans l'émotionnel, le ressenti, c'est des choses assez subtiles, mais le but ultime du branding, c'est de créer de l'émotion. Donc, on va dire que le marketing, c'est plus le cerveau et le branding, c'est plus au niveau du cœur, entre très gros guillemets. Mais, c'est un peu ça l'idée. Et le problème, c'est que les gens se disent: «Bah, OK, le branding, donc, c'est une entité visuelle». Non, le branding, c'est toutes les actions qui permettent de construire cette image qu'on va avoir, même si c'est pas que l'image visuelle, ce ressenti. Et donc, certes, il y a la partie visuelle, mais il y a aussi, comme j'ai dit, les sonorités, la façon de parler, le choix des mots. Voilà, moi, le fait que j'ai choisi le nom Basic to Iconic pour mon offre, bah, ça évoque des choses. Le fait que ça soit, pardon, je parle vite, en anglais, c'est important aussi, ça a une sonorité particulière. Donc voilà, toutes ces choses-là, ça joue. Et en fait, que vous le vouliez ou non, vous avez une réputation. Parfois, elle peut être très bonne et comme vous le voulez, et parfois, malheureusement, elle est complètement décalée avec ce que vous avez envie de renvoyer. C'est pour ça que le branding, c'est hyper important et ça se travaille pas, 10 ans après avoir lancé son entreprise. Ça se travaille dès le début pour être sûr de renvoyer la bonne image et pas, comment dire? Malheureusement, passer à côté de ventes parce que les gens se disent: «Ah bah non, ça a pas l'air sérieux» ou au contraire: «Ça a l'air trop dynamique, c'est pas ce que moi je recherche», et que votre cible, elle interprète mal ce que vous communiquez.
Complètement et c'est rigolo parce qu'en fait, cette expérience-là, on l'a fait tous, mais de manière inconsciente, je Ouais. pense et du coup, c'est pour ça que c'est difficile pour les personnes de se rendre compte à quel point c'est important parce que, en fait, ils voient pas enfin, ils ont l'impression que c'est une couche un peu superficielle quand j'aurai le temps ou machin. Alors qu'en fait, cette expérience, je pense qu'on l'a fait tous, ne serait-ce que si on reste sur Instagram, parce que moi, je suis essentiellement sur Instagram. Quand tu tombes sur le profil de quelqu'un, que ce soit les bios dans sa bio, les mots qu'elle choisit et Ouais. puis sur son feed, les couleurs, Mhm. euh, la façon dont elle communique et tout, bah en fait, on peut ou pas adhérer rien qu'avec ça, tu vois. Alors qu'en Mhm. fait, si ça se trouve, je sais pas, imaginons, si je reprends le coaching business, bah, cette coach business, elle peut t'aider, tu vois, elle a les compétences, elle a la stratégie et tout. Mais juste en une première impression comme ça, les émotions qu'elle t'a véhiculées, ça te parle ou ça te parle pas. Mhm. Et donc, c'est ça qui est super puissant, c'est que tu peux te dire, bah, en fait, c'est l'image que tu renvoies et en fait, tu peux, bah, susciter des émotions fortes qui vont faire que les gens vont avoir grave envie de bosser avec toi, Mhm. comme tout l'inverse en fait, tu peux de ouf faire enfin les repousser, tu vois, et qu'ils se Ouais, disent oh là là, c'est pas du tout fait pour moi, ça a pas l'air en tout cas, j'ai pas envie de creuser. Et il faut savoir qu'une chose c'est que les gens aujourd'hui ils ont un peu la flemme parfois d'aller creuser, totalement. et si bah on a déjà pas cette base qui est bien, bah en fait ça va vite faire le tri et Mhm. on va pas avoir les bonnes personnes quoi. Carrément, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, ça fait lien parce que j'ai pas répondu à la deuxième partie de ta question, les objectifs et c'est vrai que malheureusement ou alors, enfin, comme tu dis, on peut repousser, on peut attirer et parfois on peut attirer, mais la mauvaise cible et en fait, elle va se dire: «Ah OK, de prime abord, cette personne a l'air comme ça» et une fois qu'elle travaille avec toi, elle peut te dire: «Ah bah, je pensais pas que c'était comme ça» et sentir un décalage entre, «la réalité» entre guillemets et l'image que tu renvoyais donc c'est pour ça que c'est important de d'aligner les 2 et c'est vraiment ça aussi en termes de bénéfices. Bah, par exemple, là, tu me disais, voilà, ça peut être un peu, inconscient et les gens ne se rendent pas compte. Mais parfois, si on entend la phrase: «Bah, je trouve que tes tarifs sont trop chers», ça peut être un signal d'alarme aussi parce que, soit on renvoie une image, trop haute ou pas assez haute. Enfin bref, ça permet aussi un petit peu d'aider les gens et si on a une image de marque premium, bah, c'est justifié du coup qu'on ait des prix premium. Alors que si on a une image «cheap» entre gros guillemets et qu'on fait des prix super chers, les gens vont se dire: «Bah, non, c'est pas cohérent». Donc encore une fois, ils ont la flemme, ils vont aller chez la concurrence qui est hyper cohérente, qui est rassurante parce que l'image est alignée. Donc ça fait partie des bénéfices. Évidemment, se démarquer, puisque si on a un univers fort, avec, de la cohérence, de l'harmonie, que ce soit visuelle, textuelle et cetera, bah, on a envie d'y aller. C'est rassurant et ça génère encore une fois une émotion et bah, je pourrais en citer encore plein, hein, mais voilà, se positionner dans un marché, attirer une cible qu'on a vraiment envie d'attirer parce que si on cible des personnes âgées, on va pas avoir la même image de marque, réfléchir pareil que si on cible des jeunes, que ça soit dans l'expérience utilisateur, dans les mots qu'on va choisir, les sons, enfin bref, tout en fait, l'univers en général et c'est pour ça que c'est hyper important de le voir dès le début pour que ça soit aligné avec ce qu'on veut créer comme ressenti. Ouais, complètement. Et tu vois, ce travail de travailler la stratégie, la partie vraiment client idéal, en général, les gens, ils le font parce que c'est de plus en plus démocratisé aujourd'hui. Enfin, Mmh. on voit cet exercice-là de base. Mais en fait, on voit pas à quel point il faut qu'il rayonne aussi dans tous les aspects de notre entreprise. C'est-à-dire que ça va guider notre communication, ça va guider notre offre, ça va guider nos choix dans notre entreprise, mais ça va aussi guider l'image qu'il faut qu'on choisisse d'adopter, tu vois. Et c'est Mmh vrai que ça, mh. les gens, ils oublient un petit peu ça. Euh, Justement, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? C'est quoi un peu le starter pack de je commence à travailler mon branding, pardon, quand je débute un peu mon entreprise? Mmh. Alors pour moi, ce qui est intéressant déjà, si on a déjà créé l'entreprise et qu'on a déjà des personnes, soit des clients, clientes ou une audience qui commence un petit peu à se construire, c'est de voir le gap. Il y a un super livre du coup de Martine Meyer qui s'appelle The Brand Gap. C'est d'évaluer déjà, est-ce que le fossé entre l'image que nous on a envie de créer et ce que les gens perçoivent, il est très grand et il y a besoin de faire un méga rebranding ou c'est de l'ajustement, il faut juste changer quelque chose. Et donc ça passe par questionner les gens. Il n'y a pas 50 000 solutions. Demandez à votre audience, demandez à vos clients et clientes comment est-ce qu'ils vous perçoivent actuellement. Ça souvent, moi, ce que je conseille de faire, ça peut être des stories et dire, bah, voilà, quels adjectifs, vous mettriez par rapport à l'image que je renvoie actuellement, mon univers et cetera et pareil, demander à vos clients et clientes, ça peut même être pendant l'appel découverte, pendant le suivi, voilà, des petites questions comme ça, et s'ils ont senti une différence, entre au début, pendant, après, voilà, c'est hyper intéressant en termes de feedback et donc comme ça, on peut se dire: «OK, moi, de mon côté, je vais me dire, je veux créer un univers qui renvoie tel mot-clé» et je leur pose la question ensuite. Parfois, il y a des bonnes surprises, on se dit: «Ah cool, je renvoie plutôt la bonne image». Parfois, malheureusement, on a, des grosses déceptions et on se dit: «Mince, bah, en fait, ça colle pas du tout. Les mots-clés que j'ai mis et les mots-clés que je reçois, ils sont complètement différents». Donc en effet, là, il y a besoin de faire
un travail de fond et donc de poser les piliers qui sont les plus importants, c'est-à-dire tout simplement la vision de l'entreprise qu'on veut créer, le message qu'on veut véhiculer, les valeurs, évidemment le positionnement, parce que ça c'est un élément clé. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux autres? C'est aussi ce qui va définir l'image, l'univers qu'on va créer. Et il faut créer maintenant aussi une identité à notre marque. Alors, il y a 3 écoles en vrai, 2 grandes écoles. C'est soit je fais une marque personnelle, donc je base mon identité, mon entreprise sur ma personne, mon unicité, ma singularité en tant qu'individu, mon parcours, voilà, mes valeurs, mon histoire, ce qui me passionne dans la vie, peu importe. Soit je crée une identité comme si ce projet était un nourrisson, un nouveau-né. Moi, j'aime bien l'image du personnage de Sims. On le construit un peu, on lui donne des caractéristiques. Souvent, elles viennent quand même un peu de nous, mais elles peuvent être un peu différentes. Par exemple, Apple, c'est pas exactement la personnalité de Steve Jobs ou enfin des créateurs. Donc voilà, il y a un peu 2 écoles. Après, moi, j'aime bien dire qu'il y en a une troisième, c'est plutôt pour les artisans, les personnes qui font un travail, voilà, assez artisanal, où ils ont besoin de se mettre en avant en tant qu'artistes, créatifs, artisans, mais en même temps, c'est leur travail, quand même qui est acheté. Donc là, il peut y avoir un peu un entre-deux où, en effet, on sait qui sont les créateurs, les fondateurs de la marque, mais c'est les produits qu'on achète. Donc voilà, c'est un petit peu un cas particulier, ça peut être un mix des 2. Après, à chacun de voir ce qui est le plus stratégique, encore une fois. Là, je pourrais pas faire pendant ce temps, toutes les raisons qui font pourquoi il faut choisir plutôt l'un ou l'autre, mais il faut voir, par exemple, justement la vision long terme. Si on veut plus tard, vendre notre, projet en mode start-up, si on veut, accueillir plein de gens dans notre équipe, faire du personal branding, attention, parce que, voilà, déjà si on veut revendre notre entreprise, mais si c'est collé à notre image, bon, c'est compliqué de la revendre. Et si on est par contre de l'autre côté hyper timide et qu'on se sent vraiment pas du tout à l'aise à l'idée de parler de nous et que c'est pas forcément le plus pertinent, même si aujourd'hui on est dans une société où quand même on privilégie beaucoup l'humain, c'est pas forcément pertinent de faire du 100 personal branding où on se montre, où on est sur les réseaux sociaux à faire des danses, sur des reels et cetera. Il faut vraiment aussi faire des choix, stratégiques et cohérents avec nous-mêmes. Mmh. Je trouve ça intéressant que tu, rappelles que le branding, ça se fait pas dans son coin, Mmh. et qu'il y a une notion de, tu vois, d'aller sonder, Mmh mh. finalement, vraiment sa cible et tout. Et ça, c'est des choses, je pense qu'on a aussi du mal à faire parce que c'est nous confronter un peu à la réalité et notre Mmh. ego. Ah, Et il faut être vulnérable, c'est sûr, hein. ouais, c'est un travail que j'ai fait récemment parce que, je travaillais avec, une conseillère en images qui était une de mes coachées, Gabrielle, bien dans mon OK. style, je lui fais un petit coup de pub, qui fait un travail merveilleux parce qu'en fait, elle aide les entrepreneurs à vraiment, c'est un peu une branche de personal branding, mais vraiment, Mmh mh. tu sais, comment dire? Mince, heu, Prendre incarner confiance en à soi? fond, Oui. tu vois, leur branding jusqu'à leur style, en fait. Mmh Enfin, mh. en tout cas, l'image qui renvoie, vraiment l'image à proprement parler. Et en fait, du coup, on a fait ce travail-là sur moi et j'ai trouvé ça trop intéressant parce qu'elle allait questionner, les prospects et en fait, on a pu voir là où justement il y avait des incohérences et là où il y en avait pas. Et juste, je trouve qu'il y a une petite difficulté par rapport à ce travail-là, tu vois? C'est que, bon, déjà, il faut accepter d'être vulnérable et mettre son ego de côté, première chose. Et C'est vrai. deuxième chose, c'est aussi que parfois, et c'est ça où il faut faire attention, et ça, c'est vraiment quelque chose que je dis tout le temps à mes clients, c'est que les gens vont parfois ne pas te dire la vérité pour ne pas te Mmh. blesser. C'est-à-dire que moi, si tu vois, si je vais voir la personne et je lui dis: «Bah, qu'est-ce que tu penses de moi?» Elle va pas me dire: «Bah, j'ai peur d'acheter chez toi parce que tu représentes pas trop». Et du coup, j'ai trouvé ça cool de le faire par un biais, par une personne, Mmh. tu vois, qui faisait qu'elle était pas Extérieur. confrontée à moi et du coup, elles osaient plus, Mmh. les personnes, se confier sur peut-être des choses, qu'il aurait fallu que je retravaille ou pas, tu vois? Après, c'est à voir si on veut le prendre en considération ou pas. Mais je trouve ça intéressant parce que des fois, c'est vrai que faut pas prendre toujours au pied de la lettre non plus ce qu'on nous dit parce que les gens ils vont un peu faire un filtre sur les choses que positives parce qu'elle va pas te dire ah franchement t'as vraiment C'est pas l'air dégueulasse. tu C'est vois clair. enfin, les gens ils vont pas oser donc c'est intéressant quand même de demander parfois à des gens plus de confiance aussi ceux qui Mmh. nous voient sur les réseaux de leur dire bah honnêtement qu'est-ce que je renvoie comme image tu vois Mmh. même si Ouais, c'est c'est pas dans clair. notre type parce que peut-être qu'ils oseraient plus aussi mais enfin c'était juste pour revenir sur le fait que je trouve ça trop intéressant de toujours garder ce lien avec la cible et les objectifs en fait de l'entreprise. Mmh. Ouais et c'est vrai que, juste pour rebondir sur ça, si vous faites une story Insta et qu'il y a, 100 personnes qui répondent, ça veut pas dire qu'il faut écouter les 100 personnes. Cherchez qui est votre cible dans ces personnes-là et écoutez leur ressenti à elles. Parce que tonton Jacques et Tati Micheline, bon, c'est pas forcément les personnes qu'on a envie Ouais. d'attirer. Enfin peut-être, Mmh. mais bon, ça Ouais, dépend. ouais, complètement. Hem, alors attends, j'avais une petite question sur justement,
justement, quand tu dois travailler ton branding, en fait, c'est quoi? Alors, tu m'as dit, bon, tu m'as un petit peu parlé de ce qu'il fallait prendre en considération, mais c'est quoi pour toi je sais pas, les 3 grandes questions qu'il faut se poser ou si tu en as plus, mais qu'il faut se poser quand on travaille son branding? Alors, je t'avoue que j'en ai beaucoup parce qu'en général, je fournis souvent un questionnaire où j'ai besoin d'en savoir le plus possible sur les entreprises et tout. Pour moi, la première question, c'est le pourquoi. Il y a une super vidéo de Simon Sinek sur YouTube qui s'appelle le Golden Circle qui est Ouais, passionnante, je vois que peut-être. tu hoches la tête. Ouais. Voilà, et tout commence par, le pourquoi et c'est hyper important, même pour, le branding, ça peut paraître pas lié, mais en fait, c'est totalement lié parce que c'est encore une fois ce qui va créer de l'émotion. Dire, «Je vends des iPhones», super cool, mais il y en a plein. Apple, ils vendent pas que des iPhones, ils vendent plein de choses, des valeurs, une histoire, enfin bref, un pourquoi. Donc, 1re question, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Que ça soit pour nous-mêmes, pour les autres, par rapport à la concurrence, enfin bref, vraiment réfléchir à ça. La deuxième question, c'est un peu aussi pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre ou pourquoi ton entreprise et pas une autre? Parce que le branding, c'est ça aussi, c'est vraiment se dire: «OK, qu'est-ce que je fais de différent? En quoi je suis unique? En quoi mon entreprise, elle peut se différencier des autres?» et aller creuser tout ça, développer un concept ou fouiller à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que si on fait du personal branding, l'avantage, c'est que notre personnalité, on peut jamais nous la voler. Enfin, si on essaye de la voler, en général, ça ne fonctionne pas, ça se voit au bout d'un moment. Donc voilà, vraiment savoir pourquoi on est différent, pourquoi est-ce qu'on devrait nous choisir nous, au-delà du prix. Parce que bon, certes, il y a le prix, mais je pense que malheureusement, si on vous choisit pour votre prix, c'est pas forcément une super bonne raison. Ça veut dire qu'il y a des choses à peut-être optimiser, améliorer. Et la cible, évidemment aussi, à qui est-ce qu'on s'adresse? Et justement, cette cible, souvent, on fait un peu, tu sais, le truc du persona, elle habite où? Elle a quel âge? Elle a quel budget? OK, très bien en façade. Mais pour le branding, il faut aussi aller se questionner et se dire: «OK, ma cible, qu'est-ce qui va l'attirer? Qu'est-ce qui va lui parler? Comment dans mon langage, je peux parler le même langage qu'elle?» Que ça soit encore une fois le langage écrit, visuel, sonore. Là, j'accompagne un client qui aime bien travailler avec des personnes de notre génération, années 90, trentaine, tout ça. Et je lui dis: «Bah, dans le branding que tu vas construire par rapport à la partie visuelle, ça pourrait être intéressant qu'il y ait des légères références un peu subtiles aux années 90 parce que forcément, ça va parler à ces personnes-là». Alors que si tu mets, des musiques ou quelque chose qui renvoie à un style, de nos grands-parents, bon, bah, ça va peut-être pas parler à cette génération. Donc c'est très, très subtil, mais il faut aller creuser tout ça. Peut-être se demander quelle marque ma cible, elle aime bien acheter, dans quel type de restaurant elle aime bien traîner. Enfin, vraiment accumuler de la matière pour comprendre déjà, au-delà des critères un petit peu classiques du budget, de la ville où elle habite. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui l'attire? Qu'est-ce qui va créer l'émotion chez elle? Et surtout créer l'émotion que nous, on a envie de créer. Donc évidemment, grosse question aussi, quelle est l'émotion que j'ai envie de générer chez cette cible pour la fidéliser, pour lui donner envie d'en savoir plus? Quelle ambiance j'ai envie de développer? Quelle atmosphère? Quel univers j'ai envie d'imaginer? Et déjà juste poser ces adjectifs-là et les valeurs aussi, bon, en fait, il y en a 50 000 des questions, mais les valeurs de l'entreprise aussi, c'est hyper important parce qu'il faut qu'elles Ouais. ressortent. Mais voilà, c'est vraiment des questions qui sont fondamentales pour moi et qui, si on ne les travaille pas dès le début, malheureusement, vont se perdre et on va finir avec une identité visuelle qu'on a choisie par rapport à des tendances, par rapport à des goûts, par rapport à plein de choses extérieures à notre, vision, notre business et malheureusement, je le garantis, heu, ça va faire que dans 3 mois, potentiellement, les gens vont changer, voire moins. Il y a des gens qui changent tout le temps d'identité visuelle et donc parce que justement les fondations sont pas là. Mmh. OK. Et du coup, tu parlais du pourquoi, c'est un sujet qui, anime les foules. Évidemment. Et du coup, tu vois, je trouve ça intéressant parce que des fois, je vois chez certains coachs, qui disent que c'est pas forcément nécessaire d'avoir un pourquoi quand on entreprend. Heu, Est-ce que tu as un avis sur ça? Imaginons la personne, elle n'arrive pas à identifier un pourquoi ou est-ce qu'elle arrivera quand même à bien créer son image de marque ou pas? C'est une bonne question. Pour moi, on a forcément un pourquoi. Même si c'est juste gagner de l'argent, c'est un pourquoi. Bon, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une 1re piste. Après, pour moi, on peut créer un univers de marque, même si on n'a pas un pourquoi très fort, mais si on veut vraiment créer de l'émotion, il va falloir aller trouver des points d'accroche avec la cible et peut-être dans ce cas, faire un storytelling un peu plus travaillé, voilà, essayer d'accrocher avec la personne, d'une autre façon que le pourquoi. Mais je pense que la meilleure façon et la façon la plus puissante de créer de l'émotion chez la cible, c'est de raconter ton pourquoi, surtout si ce que tu as vécu, ça touche les personnes en face. Exemple, je sais pas, là, par exemple, je connais une personne qui
qui a fait un burn-out et qui, voilà, ça l'a bousculé énormément dans sa vie, et cetera. Et aujourd'hui, elle veut accompagner les personnes qui sont en train de faire un burn-out, qui ont déjà fait un burn-out pour ne plus le faire. Et forcément, bah, ces cibles-là, elles vont aller vers cette coach en particulier plutôt qu'une autre coach, qui, a pas spécialement de pourquoi, parce que ça résonne, parce que ça vibre, parce que, je me sens en confiance, la personne parle le même langage, comprend ce que j'ai ressenti, Mmh mh. et donc on est dans du ressenti, encore une fois, dans de l'émotion. Ouais, ouais, elles vont vraiment s'identifier, à la personne, donc ça va C'est être ça. plus facile pour elles de, bah, d'acheter chez cette personne-là. Alors que si ton pourquoi, c'est juste: «Je veux gagner de l'argent», bon, Ouais, tu ouais, pas ouais. forcément envie de contribuer à ça, mais peut-être, je sais pas, je Non, pense mais pas. il y a une réalité aussi, je pense honnêtement que quand les gens, ils ont un pourquoi et une mission forte, c'est beaucoup plus magnétique. Ouais. C'est pas impossible de vendre, je pense, sans pourquoi. Il y a certaines gens qui le font, hein. Mais c'est clair que c'est beaucoup moins, on va dire qu'on va devoir faire plus d'efforts pour aller signer les personnes, alors que là, si, on embarque les personnes avec nous, justement, il y a ce côté très émotionnel et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais les émotions jouent un rôle hyper important Mmh. dans l'achat, en fait, dans la phase d'achat. On a l'impression toujours qu'il faut aller justifier avec des choses rationnelles, alors qu'en réalité, c'est la couche rationnelle, elle vient en dessous. Et du coup, C'est c'est pour clair. ça que c'est important de travailler tout ça pour véhiculer les bonnes émotions. Tout à fait. Euh, Tu parlais justement, tout au début, à un moment, tu parlais qu'on pouvait retravailler son branding. J'ai une question par rapport à ça. Quand est-ce qu'on doit retravailler son branding? Et déjà, est-ce qu'il y a une fréquence? Tu vois, genre, on doit se dire, bah, tous les ans, il faut que je me pose la question. Est-ce qu'il y a des signaux précurseurs qui disent, oula, ça va pas, il faut que je me réaligne, il faut que je retravaille mon branding? Ouais, alors c'est vrai que c'est hyper intéressant comme question parce que, il y en a parfois qui sont tentés de le faire, mais ils savent pas si c'est juste une envie personnelle, est-ce qu'il y a vraiment besoin, et cetera. Je pense dans tous les cas, c'est toujours bien, en effet, régulièrement de se dire: «Est-ce que je suis toujours alignée avec l'image que je renvoie? Est-ce que les feedbacks que je reçois, ça peut être juste des petits MP, des messages, tu vois, des gens qui disent: "Ah bah, j'adore ton univers, ça me renvoie tel truc"». Moi, j'ai tout le temps des gens qui et je suis trop contente parce qu'un de mes mots-clés principaux un de mes mots-clés principaux, principal bref, c'est, l'inspiration. J'ai vraiment envie d'inspirer les gens et j'ai tout le temps des messages régulièrement de gens qui me disent: «Toi, tu m'inspires de ouf, ça m'inspire ce que tu dis, ça m'inspire ton univers et tout machin», donc là, je sais que c'est aligné, mais bon, j'ai toujours envie parce que les cordonniers toujours les plus mal chaussés, j'ai toujours envie de tout changer, mais je reste fidèle à ça parce que justement, il y a une stratégie, je sais l'image que enfin voilà, j'ai du contrôle sur l'image que je renvoie. Par contre, si on arrive à un moment où on se dit: «OK, ça fait un petit bout de temps, j'ai des feedbacks», par exemple: «Ah, je pensais pas que c'était comme ça en vrai», que les gens expriment un décalage, quand on fait le petit sondage en story de temps en temps, on a des adjectifs bizarre, ça voilà, ou on a des retours genre: «Bah, j'imaginais pas ce prix-là». Voilà, il y a un peu des feedbacks comme ça ou si on fait un pivot, par exemple, on change de cible, on change de positionnement, on change, moi j'ai fait des pivots, voilà, je suis passée d'illustratrice à graphiste identité visuelle, donc forcément il y avait des choses à réajuster et ben là, il faut se dire: «OK, à quel point est-ce que j'ai besoin de faire des changements dans ma marque?» parce que si on change sa cible, bah, ça change vraiment beaucoup de choses. Si on change juste, un de ses piliers de communication, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en question toute la marque et tout l'univers qu'on a créé, la stratégie. Donc voilà, il faut un petit peu sonder tout ça et je pense qu'on le ressent quand c'est vraiment quelque chose où si on perd la passion aussi de créer du contenu, de communiquer, qu'on n'a pas confiance en soi-même, c'est que peut-être justement il est temps de «repimper» un peu entre guillemets tout ça, d'aller chercher un autre niveau aussi parfois parce que moi, c'est un truc que j'adore avec le branding, c'est que si on est aligné, on a de la fierté en fait, on a de la confiance en soi parce que l'image qu'on envoie, on sait que c'est aligné avec ce qu'on veut et donc si on retrouve l'envie de communiquer, c'est que le branding, il est efficace et si en plus il renvoie la bonne image, bon, bah, là, c'est jackpot. Mmh mh. Je rajouterais aussi que parce que du coup, c'est quelque chose que j'ai ressenti, c'est pour ça que je me sentais aussi, concernée par cette question. C'est qu'en fait, aussi quand parfois on attire les mauvais clients, c'est-à-dire qu'on a en appel découverte des personnes qui Ouais. sont pas forcément, hyper alignées avec, les personnes qu'on s'imaginait avoir au départ. C'est potentiellement, il y a un couac quelque part dans le Mmh. branding qui fait que, bah, ça attire pas, exactement les bonnes personnes et c'est vrai que, tu vois, moi, typiquement, j'étais initialement, quand je me suis lancée, j'étais un peu orientée dans le côté très bienveillance, le slow, presque le slowpreneuriat, tu vois, parce que Mmh. j'avais sortais d'une période où je sortais de ma start-up où j'étais en mode OK. tu sais, gros Mmh. masse de travail et tout. Et là, je m'étais dit, non, attends, je vais me relancer un peu tranquille dans l'entrepreneuriat, être un peu moins dans le dur. Et en fait, je Mmh. trouvais que des fois, j'attirais des personnes qui étaient un peu mou du genou. Ah. Mmh Et, mh. et du Intéressant. coup, et du coup, je me suis dit, ouais, il y a un truc dans ma com, même dans ma palette et tout, où c'est vrai que quand j'ai repris, parce que du coup,
Clémentine de Les Optimalistes qui m'avait fait ma palette à l'époque. Elle faisait les palettes, tu vois. Et quand j'ai repris le brief que je lui avais envoyé, mais en fait, j'étais là, mais je suis pas du tout alignée avec ça, en fait, ça va pas. Et du coup, là, je suis en train de retravailler tout ça justement pour réaligner par rapport à mes ambitions aujourd'hui. Mais c'est vrai que je pense que ça peut être aussi des indicateurs où quand tu as des personnes en appel ou même en coaching où tu dis, ah, mais on n'est pas hyper aligné sur les ambitions, la façon de, tu vois, les valeurs ou la façon de travailler. Peut-être que ça peut être un indicateur qu'il faut retravailler aussi le branding. Ah ouais, totalement, parce que c'est vrai que si tu cibles des personnes ambitieuses, c'est quand même dans le nom de la marque, il faut que l'image que ça renvoie, ça attire ces personnes-là. Donc si tu me dis qu'en appel découverte, tu avais des personnes qui collaient pas du tout, c'est qu'en effet dans l'image, dans l'inconscient, hein, c'est vraiment ça se joue au niveau, c'est pas très perceptible ou les gens s'en rendent pas compte, mais ça va jouer et en effet, le fait de retravailler son branding, bah, au moins tu vas aligner les couleurs comme tu dis, la typographie, même la façon de parler. Peut-être que tu vas plus oser, dire certaines choses, appuyer vraiment ton message, tes propos et tout. Donc, en effet, c'est un très bon signal. C'est vrai, je l'ai oublié, mais je pense qu'il y en a tellement que je l'ai Ouais, zappé. il y Mais en a ouais, plein. ouais, c'est vrai Ouais. qu'il est important celui-là. Et c'est quoi pour toi les erreurs à ne pas faire avec son branding? Mmh. Alors, la première, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le redire, c'est de choisir en fonction de ses goûts, à part si on est parfaitement sa cible idéale. Dans ce cas, très bien. Mais en général, quand même, notre cible, elle a certains détails en plus et le but, encore une fois, c'est pas que alors évidemment, il faut que ça nous plaise. Quand on utilise notre identité visuelle, notre, communication et cetera, il faut que ça nous plaise, mais il faut avant tout que ça attire les bonnes personnes puisque, si on a le fond, l'offre, elle est géniale, mais que la forme, elle la donne pas envie, c'est vraiment c'est du gâchis. Moi, je dis vraiment c'est du gâchis. Donc attention à ça, faire des choses en fonction, de la cible aussi et pas qu'en fonction de nos goûts, et en plus nos goûts, ils peuvent changer, tout le temps, enfin voilà, c'est vraiment il faut pas trop s'y fier. Autre erreur que je peux, voir souvent, c'est, le rebranding par exemple. Bah, pareil, on va se dire, on va se concentrer directement sur les étapes un petit peu d'après, sur les couleurs, les typos et cetera, alors qu'on n'a pas posé, les mots-clés, on n'a pas fait de mood board, on n'a pas, revu, bah, voilà, bien le positionnement, le client idéal et cetera et en fait, tout découle d'un process. On peut pas juste choisir des couleurs comme ça en se disant: «Bon, bah, je veux une atmosphère à peu près, comme ci, comme ça». Il faut vraiment moi, en tout cas, c'est ce que j'enseigne, bah, dans le programme, par exemple, Basic to Iconic, c'est un processus vraiment logique pour choisir les éléments. En fait, le cerveau de la cible, il va faire le chemin inverse. Il va voir les couleurs, ça va lui renvoyer des émotions, ça va lui, renvoyer peut-être à une atmosphère, une ambiance, des mots-clés et ces mots-clés, ça va créer un ressenti, enfin, le tout fait un ressenti, chez cette personne. Donc il faut vraiment comprendre la logique et pas essayer de se précipiter directement vers, OK, je vais prendre des images sur Pinterest, qui m'inspirent, choisir des couleurs parce que j'ai vu une gamme de couleurs comme ça sur Pinterest. Non, non, il faut vraiment qu'il y ait une logique et pour moi, ce que j'aime bien dire à mes élèves, c'est: il faut que vous soyez, pardon, capable de m'expliquer chaque choix graphique, chaque choix, il faut qu'il y ait une raison d'exister, sinon, bah, le branding, il a pas de sens, quoi. Parce que le but, c'est de créer le ressenti, mais si on choisit juste des choses: «Bah, j'ai trouvé ça joli, c'était sympa, j'ai vu ça chez la concurrence», c'est pas une Ouais. justification. «J'aime bien», par exemple, Mmh. c'est pas une justification. Donc ça, c'est hyper important et une fois que le travail est fait, il faut faire aussi beaucoup attention, ça c'est une erreur que je vois, à la cohérence entre les différentes plateformes. Parce que parfois, on commence un peu à faire des trucs sur Instagram, sur notre site, on a un peu un autre univers, quand on nous contacte par mail, la signature de mail n'est pas la même. Donc vraiment faire attention à bien harmoniser le tout parce que c'est dans les détails que se crée la magie. Je sais pas, j'invente une citation, mais c'est Mmh. vraiment hyper important. Un nouveau post Insta va bientôt sortir, Yes, il faut que une je le note. citation. Non, mais Non, mais c'est c'est vrai, je suis vrai. d'accord avec toi. Quand c'est vraiment tout est enfin, quand rien n'est laissé au hasard, au final, c'est vrai que Mmh. c'est là où tu as vraiment, une vraie expérience, au niveau de ton branding. OK. Interesting. On arrive à la fin de cette interview. Je pense qu'on a déjà donné pas mal de valeur, mais j'ai juste Super, 2 dernières questions. vas-y. Est-ce que toi, justement, il y a une marque qui t'inspire ou quelque chose qui t'a justement t'a donné envie de te lancer dans le branding où tu te dis: «Waouh, mais c'est incroyable» et C'est pourquoi? une bonne question. C'est une bonne question parce que souvent on prend les mêmes exemples de grosses marques, Starbucks, Apple, Nike, forcément Nike, parce qu'elles ont ouais. des budgets de malade aussi pour travailler sur leur image. Mais moi c'est vrai qu'au final j'ai été plutôt influencée par, bah, l'entrepreneuriat, voilà Instagram, hein, on est toutes, et tous, pas mal présents dessus. Tout ce qui va être YouTube aussi. Moi c'est vrai que de base c'était les illustratrices que je suivais parce que voilà, c'était la passion de base et c'est ça qui est fort avec les illustrateurs et illustratrices, c'est qu'ils développent leur style et leur univers par leur art
Et je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant avec le branding et plus dans l'entrepreneuriat, c'est comment est-ce qu'on développe un style, un univers qui est reconnaissable, sans forcément justement, faire de l'art ou être hyper créatif, comme on l'a dit précédemment. Là, je réfléchis, je t'avoue, j'ai pas de marque vraiment en tête, hyper précise. Hem, je pense que c'était vraiment au final, découvrir l'entrepreneuriat et justement des marques fortes, bah, forcément, il y a Aline de The Bee Boost qui a été une de mes premières Mmh, mmh mh. coachs qui m'a beaucoup, ça m'a beaucoup parlé parce qu'elle était 100 elle-même, dans son business et je trouve ça incroyable. Après il y a forcément plein d'Américains et d'Américaines aussi, hein, qui influencent parce que pareil, ils sont souvent un peu dans le turfu, je veux dire. Mais je Grave. t'avoue, j'ai pas une marque en particulier. Je pense qu'il y en a plein qui m'ont influencée et c'est vraiment la découverte plutôt du processus et de tout cet univers de signification des couleurs, parce qu'à la base, je viens de la mode, donc tu le connais Mmh. un petit peu, mais plus en mode, faut que les couleurs, s'harmonisent pour des collections, tu étudies les couleurs complémentaires et cetera. Mais la signification, le fait que ça joue dans le cerveau et cetera, l'image que ça renvoie crée vraiment un univers pour, son entreprise. C'est vraiment ça qui m'a plus fascinée, je t'avoue qu'une Mmh, marque en mmh mh. particulier. Enfin, toi qui évolues beaucoup dans la sphère YouTube, je pense que tu dois certainement connaître, Gaëlle Garcia Diaz, Mmh. Bien sûr, qui elle, je trouve, a super un branding. super exemple, de branding, tu vois? Où pour le coup, tu te dis, elle a été alignée, tu vois? Elle sort quand même une marque de make-up, Martin Cosmetics, qui est, léchée de ouf au niveau de son branding, mais tu pourrais dire si elle avait sorti un truc, dans le classique sans se Mmh. démarquer vraiment, tu vois? Dans l'univers qu'on voit partout dans la cosmétique et bah, en fait, ce serait pas du tout aligné, ça aurait certainement pas marché alors que là, elle a joué le jeu à fond. Elle a un Mmh. branding très puissant, très fort. Alors c'est sûr que t'adhères pas, mais tous ses fans et elle en a beaucoup, Bien du sûr. coup, Moi, j'adore. adhèrent de ouf et c'est génial. Moi, c'est une de mes queens, je trouve qu'elle a un branding vraiment, excellent. Mais c'est vrai que c'est intéressant du coup quand tu commences à avoir cet œil-là et je pense que toi Mmh. tu l'as du coup trop, c'est de voir un petit peu chaque univers différent, comment ils ont réussi à créer tout ça. Je trouve ça Mmh vraiment, mh. Et c'est vrai que, dans le domaine de l'influence et la création de contenu sur YouTube, le branding, en fait, il y a des gens qui, je pense, qui connaissent même pas spécialement le terme, mais c'est tellement travaillé, c'est tellement soigné. Comme tu dis, Gaëlle, c'est un super exemple parce que la meuf, elle dit des gros mots, elle s'en fiche, mais alors d'une puissance, et limite, c'est sa marque de fabrique, d'être vulgaire. Et moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est Léna Situation. Je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent parce que c'est la positivité et en même temps l'authenticité. C'est pas tout le temps tout beau et tout rose. Elle a des codes. Ça, je vous invite vraiment à vous inspirer de marques comme ça. Voilà, si je te dis Réfléchis à citron vert, il y en a directement, voilà, directement une plus situation, égale plus égale plus. plus, voilà, Mmh. chips. Mais voilà, c'est des marques fortes parce qu'elles ont ancré des choses et ça passe pas que par le visuel, même si évidemment il y a le visuel, mais il y a son générique, des vlogs d'août, enfin bref, il y a plein de choses. Je suis totalement d'accord. Alors, dernière question pour toi, du coup. Mmh mh. Tu es quand même sur le podcast des ambitieuses. Et vous avez une petite question qui est un peu comme ma question signature. C'est quoi pour toi l'ambition et est-ce que tu peux nous partager ton ambition personnelle? Mmh. Alors, pour moi, l'ambition, c'est avoir des rêves, mais c'est oser y aller, même si ça nous fait peur, je trouve en tout cas. Pour moi, les personnes que je décrirais d'ambitieuses, c'est des personnes qui montrent que même si le chemin est sinueux, même si ça paraît pour certaines personnes impossible, ou même si c'est des petites choses, qui paraissent, un peu difficiles, bah, on y va quand même malgré ça et on montre l'exemple aussi, pour les prochaines générations. Ça fait très discours politique un peu, mais c'est vraiment ça pour moi, c'est aller au-delà de la peur et oser faire des choses et sans limite, sans se dire: «Ah bon, bah, voilà, là, ça c'est ma limite en termes d'ambition, au-dessus, je sais que c'est pas possible». Non, genre, il y a des gens qui prouvent le contraire tous les jours et c'est ça qui est incroyable. Hem, Après personnellement, mon ambition, elle est très grande et en même temps, c'est très dur, je trouve, parce que forcément, il y a des moments où, bah, comme tout être humain, on doute, on se remet en question et on se dit: «Est-ce que je vais vraiment y arriver?» Mais justement, on essaye de continuer malgré tout. C'est, bah, comme je disais, changer le monde. Alors, du coup, je le fais aussi en aidant les personnes qui veulent changer le monde. C'est un petit peu en mode, cercle vertueux, on va dire. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on vive dans un monde où il y ait de l'amour et c'est tout. Ça fait très bisounours, mais c'est ça en fait, parce que je pense que la solution à tous les problèmes, c'est juste plus d'amour,
plus de gentillesse, plus d'ouverture d'esprit, plus de respect et le monde irait bien mieux et évidemment ça passe par, évidemment l'écologie, ça passe par, les minorités. Je fais partie de la team LGBTQI+, donc ça, c'est une cause qui me tient énormément à cœur et mon ambition, ça serait de pouvoir, faire en sorte que tout ce monde, aille vers quelque chose de plus positif, même si j'ai toujours l'impression qu'à mon échelle, je fais pas assez, mais en tout cas, j'essaye, même si, c'est minime. Chacun peut apporter sa petite, contribution et ça, c'est ma phrase un peu qui me drive tout le temps, c'est: «Je suis convaincue que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde». Mmh. Ah, c'est trop mais c'est trop, trop beau et comme, c'est une très belle ambition et pour le coup, forcément, on veut toujours plus, mais je pense que pour, se donner les moyens d'atteindre ses ambitions, il faut du temps, tu vois? Et c'est sûr que les Ah choses oui. vont se faire petit à petit et en réalité, bah, au vu de ton branding, du coup, tu attires des gens qui ont des causes vertueuses et Mmh. en faisant travailler leur branding, forcément, elles vont impacter encore plus de monde, elles, à leur tour donc c'est sûr que c'est un cercle vertueux qui va faire que grossir, j'ai aucun doute là-dessus.